Il est des crimes qui, lorsqu'ils sont commis par ceux que nous aimons le plus, blessent 1000 fois plus que n'importe quelle trahison venue d'un inconnu. Éléonore n'aurait jamais imaginé que la personne qu'elle avait autrefois bercée dans ses bras, soignée et aimée sans condition, serait celle qui la pousserait en enfer. Une mère de 78 ans, emprisonnée par sa propre fille et son gendre dans une cave, murée derrière des briques et laissée pour morte. Ceci n'est pas une scène tirée d'un film d'horreur, mais la vérité brutale qu'elle a vécue. 10 années passèrent. 10 années durant lesquelles Béatrice et Thierry pensaient avoir tout enseveli, jusqu'à ce qu'un après-midi tiède, un léger coup résonne à la porte. Et quand elle s'ouvrit, ils n'incrurent pas leurs yeux. La femme qui se tenait là, élégante dans une robe bleue, ses cheveux d'argent soigneusement coiffés, et des yeux qui ne montraient aucune peur. Éléonore était revenue, non pour se venger, mais pour prouver que certaines âmes, même enterrées, trouveront toujours un moyen de revenir à la vie. Cette histoire vous fera réfléchir sur la maternité, la trahison, et la force extraordinaire d'une femme déterminée à ne pas mourir en silence. Car parfois, c'est du plus profond des abysses que fleurissent les plus belles fleurs. Je vous invite à écouter attentivement et si vous le souhaitez à me dire dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle ville, de quel village de France ou d'ailleurs vous m'écoutez aujourd'hui. Votre présence est précieuse. La maison sentait le pot au feu fraîchement préparé. Celui que seule une mère, avec des années d'expérience et d'amour dans les mains, sait préparer. Éléonore, avec ses 78 années bien vécues, remuait délicatement la cuillère en bois dans la marmite, goûtant du bout de la langue et souriant avec la satisfaction de quelqu'un qui se sent encore utile, aimé, partie intégrante du foyer. À table, déjà dressée avec 3 assiettes creuses, du pain tranché et des serviettes pliées, un silence épais régnait. Béatrice, sa fille unique, consultait distraitement son téléphone sans même regarder sa mère, tout en l'observant servir la soupe avec ce soin habituel. Éléonore l'appela par son nom. Elle lui dit qu'elle était très heureuse qu'elles soient ensemble, qu'elle se sentait chanceuse de pouvoir aider à la maison, même si elle n'était plus aussi rapide qu'avant. Béatrice répondit par un murmure, sans quitter l'écran des yeux, comme si chaque mot de sa mère pesait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Thierry, le gendre, s'assit lourdement sur la chaise, se racla bruyamment la gorge et lança une phrase qui tomba comme une pierre au milieu de la table. Il dit qu'il n'y avait plus de place pour 3 dans la maison, que les temps étaient difficiles et qu'avoir une personne âgée à la maison compliquait tout, que ce n'était pas juste pour eux. Éléonore cligna des yeux comme si elle n'avait pas, bien entendu, et demanda d'une voix tremblante s'il parlait d'elle. Thierry ne répondit pas directement, il prit juste le pain, le rompit avec ses mains et commença à manger en silence. Depuis des semaines, Thierry faisait pression sur Béatrice pour vendre la maison afin de payer ses dettes de jeu. La présence d'une femme âgée compliquerait toute vente, et il était devenu désespéré alors que ses créanciers devenaient plus menaçants, laissant dans l'air le sentiment que quelque chose était sur le point de se briser. Béatrice, avec un sourire forcé, changea de sujet. Elle dit à sa mère qu'elle savait qu'elle avait du mal à dormir ces derniers temps, et qu'elle avait parlé avec une voisine qui lui avait recommandé des gélules aux plantes. Elle lui tendit une petite capsule blanche avec un verre d'eau, et l'assura que c'était juste pour l'aider à mieux se reposer, à se détendre. Éléonore, confiante, hocha la tête doucement, reconnaissante, sans imaginer que cette nuit-là, elle ne fermerait pas les yeux pour se reposer, mais à cause de la trahison. Elle but l'eau, avala la pilule, et peu à peu, sentit ses paupières s'alourdir, son corps devenir chaud, et un brouillard enveloppant lui voler ses forces. Plus tôt dans la journée, pendant qu'Éléonore faisait la sieste, Thierry avait déjà préparé la cave, y descendant la pelle, le mélange de ciment et les briques qu'il avait cachées dans le garage quelques jours auparavant. Il alluma la lampe suspendue de la cave qui se balançait avec une lumière jaune et tremblante et commença à préparer le coin. Il avait marqué l'endroit exact où il allait monter le mur. Ce n'était pas la première fois qu'il y pensait. Béatrice insistait depuis des semaines sur le fait que sa mère n'était plus utile, qu'elle ne faisait que prendre de la place, qu'il serait préférable qu'elle disparaisse, mais sans laisser de traces, sans éveiller les soupçons. Il avait d'abord douté, mais il avait ensuite accepté,
convaincu qu'ainsi il pourrait vendre la maison et déménager, vivre sans fardeau, sans culpabilité, comme elle disait. À l'étage, Éléonore luttait pour garder les yeux ouverts. Elle se sentait étourdie, son corps comme du coton, les sons de plus en plus lointains. Elle s'appuya sur la table, murmurant qu'elle avait être besoin de s'allonger un moment. Béatrice l'aida à se lever, la tint par les épaules avec une fausse tendresse, et lui dit que oui, qu'elle l'accompagnerait dans sa chambre. Mais au lieu de la conduire à son lit, elle descendit avec elle par l'escalier de service, celui qui menait à la cave. Éléonore demanda pourquoi, ce qu'elle faisait, que ce n'était pas sa chambre. Béatrice, d'une voix douce mais ferme, lui dit de ne pas s'inquiéter, que tout irait bien. Quand elles arrivèrent à la cave, Thierry avait déjà posé la première rangée de briques. Béatrice lui tendit le corps à moitié endormi de sa mère, et il l'installa sur un vieux matelas dans le coin, à côté d'une petite lampe et d'une couverture usée. Éléonore, encore confuse, essaya de parler, de demander, mais sa langue traînait lentement dans sa bouche. Béatrice s'accroupit à côté d'elle, lui caressa le visage et lui dit, à voix basse, qu'elle était désolée, que ce n'était pas personnel, mais qu'elle avait assez vécu, qu'elle devait faire de la place. Éléonore ouvrit les yeux avec effort, et avec le peu de lucidité qui lui restait, vit sa fille s'éloigner, et son gendre commencer à monter le mur. Elle voulut crier, mais seul un gémissement sortit de sa gorge. Thierry posait brique après brique avec des mains rapides, comme si plus vite il finissait, moins il sentirait de culpabilité. La lumière de la cave tremblait sur leurs visages, tandis que le ciment s'étalait entre les joints, scellant non seulement le mur, mais le destin d'une femme qui n'avait donné que de l'amour. Une fois la dernière ouverture fermée, le silence fut emprisonné entre les briques. À l'étage, la maison semblait redevenue normale. Béatrice monta, respira profondément et ferma à clé l'entrée de la cave. Elle se versa un verre de vin et s'assit sur le canapé pendant que Thierry se lavait les mains couvertes de ciment. Ils se dirent qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, que personne ne demanderait après Éléonore qu'étant âgée, tout le monde supposerait qu'elle s'était perdue ou qu'elle était morte naturellement. Personne ne les soupçonnerait. Personne ne connaîtrait la vérité. Dans la cave, Éléonore réussit à reprendre un peu conscience. Elle rampa jusqu'au mur, frappa avec ses phalanges affaiblies et cria le nom de sa fille sans comprendre pourquoi. Personne ne répondit. Seul l'écho de sa voix lui renvoya son angoisse. L'obscurité l'enveloppa comme une couverture froide, et l'odeur d'humidité lui rappela que cet espace n'avait pas été conçu pour vivre, mais pour mourir lentement. Elle ferma les yeux, et à cet instant, pour la première fois, elle ressentit une peur réelle, non pas de la mort, mais d'avoir été abandonnée par celle qu'elle aimait le plus. Et pourtant, au sein de cette peur, une minuscule graine de rage, de résistance, commença à naître. Éléonore, la femme qui avait été mère, épouse, travailleuse, qui avait élevé sa fille seule, n'était pas prête à abandonner, même pas là, entre 4 murs de briques. Pouvez-vous imaginer que votre propre enfant puisse vous faire une chose pareille? On peut sentir le nœud dans la poitrine d'une mère trahie, cette histoire ne fait que commencer. L'obscurité était si dense qu'elle semblait avoir un poids. Éléonore ouvrit lentement les yeux, mais ne trouva aucune lumière pour la guider. Elle sentait ses poignets engourdis, ses doigts endormis, et un froid collé à son corps comme si elle était dans une tombe sans terre. Sa respiration était courte, irrégulière, et dans ses oreilles bourdonnait encore l'écho de quelque chose dont elle ne se souvenait pas très bien. Le sol sous son corps était du ciment humide, et une humidité aigre montait à ses narines, mêlée à l'odeur de poussière, de confinement et d'oubli. Lorsqu'elle essaya de bouger, elle sentit une crampe qui lui parcourut le dos et laissa échapper un petit gémissement. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre qu'elle n'était pas dans son lit, qu'elle n'était pas dans sa chambre, et que quelque chose n'allait pas. Elle tenta de s'asseoir, mais le vertige l'obligea à rester assise, appuyée contre un mur glacial qui lui écorchait le dos avec sa texture rugueuse. Elle cligna des yeux plusieurs fois, espérant que l'obscurité se dissiperait, mais elle n'entendit que sa propre respiration et le silence absolu qui l'enveloppait. C'est alors que, presque par instinct, elle leva une main tremblante et frappa le mur avec ses phalanges.
1, 2, 3 coups légers, à peine audibles, mais suffisants pour allumer le feu de la peur dans sa poitrine. Personne ne répondit. Le silence continuait, impassible, comme s'il se moquait d'elle. Elle frappa plus fort, cette fois avec les deux mains, désespérément, et cria le nom de sa fille, d'abord d'une voix brisée, puis d'un cri plus aigu, plein d'angoisse. « Béatrice, Béatrice, s'il te plaît, où es-tu » demanda-t-elle d'un filet de voix, suppliant une réponse, un signe, n'importe quoi qui lui ferait croire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais aucune réponse ne vint. Seulement l'écho étouffé de ses propres cris se heurtant contre les murs de ciment. Elle se leva avec difficulté, tâtant l'espace avec ses mains comme une aveugle essayant de comprendre où elle se trouvait. Elle toucha les murs froids, l'humidité, les coins pleins de poussière. L'endroit était petit, à peine quelques mètres carrés, avec un vieux matelas et une couverture qui couvrait à peine ses jambes. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte visible, juste des murs et une sensation brutale de confinement. De quelque part au-dessus de sa tête, elle parvint à entendre un léger murmure. Elle resta immobile, l'oreille attentive, puis l'entendit plus clairement. Une télévision allumée, le son d'un feuilleton, ou peu, être un journal télévisé mêlé à des rires enregistrés. Éléonore sentit un coup de poignard dans sa poitrine lorsqu'elle reconnut qu'elle était juste en dessous de sa maison, l'endroit où elle avait vécu pendant des années, et qu'à l'étage, la vie continuait comme si de rien n'était. Elle cria plus fort, elle martela le mur de ses poings, réclamant de l'aide, de la compassion, une explication. Elle savait que la télévision était allumée parce que quelqu'un était là, parce que sa fille et son gendre étaient là. Elle cria jusqu'à en perdre la voix, jusqu'à ce que ses mains brûlent à force de coups, jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal comme si elle avait avalé du feu. Et puis elle l'entendit. La voix de Béatrice ne descendit pas à la cave, ne vint pas la voir, mais sa voix descendit comme un couteau à travers les fissures invisibles de ce confinement. « Je suis désolée, maman, dit-elle avec une froideur qui glaça le sang d'Éléonore. Mais tu as assez vécu. » Il n'y eut pas d'autre mot, juste ça, puis le son de la télévision qui augmentait, comme pour faire taire tout ce qui pourrait encore être entendu. Éléonore resta immobile, le dos contre le mur et les yeux grands ouverts, essayant de comprendre si c'était réel, si sa propre fille lui avait vraiment dit cela, si elle était vraiment là, enfermée de sa volonté. Les minutes passèrent comme des heures. Le froid lui gela les os. Son estomac commença à lui faire mal, et sa bouche était sèche comme du papier. Elle chercha autour d'elle avec ses mains et trouva une petite bouteille d'eau qu'On lui avait laissée, maintenant presque vide, et des miettes de vieux pain éparpillées sur le matelas, dures comme de la pierre. C'est alors qu'elle comprit que tout avait été planifié, que ce n'était pas un accident, que la pilule, le matelas, le confinement, tout était préparé. Béatrice l'avait fait intentionnellement, Thierry aussi. Ils étaient à l'étage, vivant leur vie comme si de rien n'était, tandis qu'elle était enterrée vivante sous leurs pieds. Les larmes se mirent à couler sur ses joues, incontrôlables, non pas des larmes de peur, mais de tristesse. Une tristesse si profonde qu'elle faisait plus mal que n'importe quel coup, plus que n'importe quelle trahison. Elle avait élevé sa fille seule, avait travaillé depuis son jeune âge, avait tout sacrifié pour elle, et maintenant elle était un fardeau qui devait disparaître. Une voix de moins dans la maison, un corps de moins à table. Le temps cessa d'avoir un sens là-dedans. Elle ne savait pas si c'était le jour ou la nuit. Elle ne savait pas combien d'heures s'étaient écoulées depuis son réveil. Elle savait seulement que l'air devenait plus dense, que son corps lui faisait mal à cause de la rigidité du sol et que son cœur battait à un rythme désordonné, comme s'il voulait lui aussi abandonner, mais il ne le fit pas. Malgré la douleur, malgré le silence, Éléonore n'abandonna pas. Elle se souvint de sa mère, une femme forte qui lui disait toujours que même dans la pire tempête, il faut garder le dos droit et le regard ferme. Elle se souvint de son père qui lui avait appris à ne jamais se taire quand quelque chose était injuste. Et elle pensa que si elle avait survécu à tant de choses, elle pourrait aussi survivre à ça. Elle commença à réfléchir, à planifier, à observer chaque recoin de la cave pour économiser ses forces. Elle se parlait à voix basse pour ne pas devenir folle. Elle se répétait que ce n'était pas sa faute, qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle méritait de vivre.
Et dans cet espace où le monde semblait l'avoir oubliée, elle trouva en elle quelque chose qu'elle ne savait pas posséder, une volonté indestructible. Elle pensa à son petit-fils, le garçon qui parlait à peine quand elle fut enfermée. Lui dirait-il que sa grand-mère était morte? Dirait-il qu'elle avait disparu sans dire au revoir? Ou effacerait-il simplement son nom de l'histoire? Elle ne le permettrait pas. Elle ne laisserait pas le mensonge gagner. Elle ne mourrait pas là. Et ainsi, au milieu du froid, de la faim, de l'abandon, Éléonore décida qu'elle survivrait. Pas pour se venger, pas pour punir qui que ce soit, mais pour vivre, pour prouver qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enterrer si facilement, ni avec des briques, ni avec le silence, ni avec l'oubli, parce qu'il y a des âmes nées pour résister. Et la sienne, bien que blessée, avait encore beaucoup à dire. Marcel Dubois n'était pas un homme à se mêler de la vie des autres, mais il n'était pas non plus du genre à faire semblant de ne pas voir l'évidence. Il vivait dans cette même rue de Valmont-sur-Eure depuis près de 30 ans, dans la même maison couleur crème qu'il avait construite de ses propres mains aux côtés de sa défunte épouse, Odile, une femme de caractère et au cœur noble, qu'il avait laissée seule une décennie plus tôt. Depuis lors, Marcel vivait seul en compagnie de ses vieux livres, de son poste de radio à pile et d'une routine méticuleuse qui se répétait chaque jour sans faute. Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait commencé à perturber cette routine. Quand la nuit tombait, lorsqu'il s'asseyait dans son fauteuil avec une tisane chaude, il entendait des bruits qui ne correspondaient pas à la tranquillité habituelle du quartier. C'étaient des sons secs, étouffés, comme des coups contre une surface dure. Parfois, ils ressemblaient à des chuchotements, pas des voix claires, pas des mots articulés, mais un murmure insistant, presque comme une plainte que le vent transportait jusqu'à son jardin. Au début, il pensa que c'était un animal piégé ou peut être le bruit de vieilles canalisations. Marcel avait perdu sa femme Odile d'un cancer 3 ans auparavant, et depuis, il était devenu plus sensible aux sons de détresse, ayant passé de nombreuses nuits à écouter sa respiration laborieuse. Cette sensibilité le rendait plus conscient des bruits inhabituels dans son quartier tranquille. Mais nuit après nuit, les sons persistaient, toujours à la même heure, toujours en provenance de la maison voisine, celle qui appartenait à Béatrice, la fille d'Éléonore. Marcel connaissait bien Éléonore. Ils étaient voisins depuis plus de 20 ans, et bien qu'ils n'aient jamais été intimes, il l'avait toujours considérée comme une femme aimable, travailleuse, avec une dignité qui ne se perdait pas, même les jours les plus difficiles. C'est pourquoi il trouvait étrange de ne plus l'avoir vue. Il pensa qu'elle était peu, être malade ou qu'elle était partie vivre avec un autre membre de sa famille, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Les rideaux de la maison de Béatrice étaient toujours fermés, même pendant la journée. Personne ne parlait d'Éléonore, personne ne demandait de ses nouvelles, et Béatrice, quand elle le saluait, le faisait avec un sourire tendu, comme si elle portait un fardeau qu'elle ne voulait pas montrer. Une nuit, fatigué des doutes et poussé par un malaise qui ne lui laissait aucune paix, Marcel décida de s'approcher de la maison voisine. Il était presque 22 heures quand il traversa le petit jardin à Palan. Il frappa à la porte en bois avec ses phalanges et attendit. Béatrice mit quelques minutes à ouvrir. Elle portait une élégante robe de chambre, ses cheveux attachés à la hâte et une expression d'agacement à peine dissimulée. Marcel lui dit qu'il avait entendu des bruits étranges depuis plusieurs nuits, qu'il s'inquiétait qu'il puisse y avoir un animal piégé ou peu, être un problème avec la structure de la maison. Béatrice croisa les bras, fronça les sourcils et répondit que ce n'était rien, que c'était sûrement le chien qu'elle avait récemment adopté, un animal agité qui grattait les murs quand il entendait des bruits dans la rue. Mais Marcel se souvint clairement que le petit schnauzer gris de Béatrice était mort 6 mois plus tôt, et il lui avait même apporté des fleurs quand elle avait enterré l'animal dans son jardin. Alors, avec un sourire crispé, elle ajouta que tous les voisins ne savaient pas respecter l'intimité des autres, et que être Marcel devrait se soucier davantage de ses propres affaires. Lui, sans perdre son calme, hocha la tête, s'excusa de l'avoir dérangé, et partit. Bien qu'à l'intérieur, quelque chose lui disait que cette explication n'était pas sincère. Ce que Béatrice ne savait pas, c'est que Marcel se souvenait parfaitement que son chien, un petit schnauzer gris, était mort il y a plus de 6 mois. Il l'avait lui-même consolé à la porte. Il lui avait même apporté des fleurs quand il l'avait vu pleurer dans le jardin
le jour où ils avaient enterré l'animal au fond du terrain. Donc, non, ce n'était pas le chien, c'était clair pour lui, et si ce n'était pas le chien, alors qu'est-ce que c'était? Que se passait-il dans cette maison? Cette nuit-là, Marcel ne dormit pas. Il resta près de la fenêtre, la radio éteinte, écoutant en silence. À 23h30, comme une horloge, les bruits recommencèrent. 3 coups secs, puis une pause, et ensuite quelque chose qui n'était pas un coup, mais un son plus doux, plus aigu, comme si quelqu'un traînait ses ongles sur une surface en bois. Il se leva, prit sa lampe de poche et sortit dans le patio. La lune éclairait à peine le chemin, mais il connaissait chaque recoin de son jardin. Il s'approcha du fond de sa propriété où son mur jouxtait la maison de Béatrice et resta immobile, la lampe de poche éteinte. Il s'accroupit, posa son oreille contre le sol, et ce qu'il entendit lui glaça le sang. C'était un pleur, pas le pleur d'une enfant ou d'un animal. C'était le pleur contenu, déchirant, d'une femme âgée. On pouvait à peine l'entendre, comme s'il venait des entrailles de la terre, mais il était là. Ce n'était pas son imagination. C'était réel. Au début, il pensa qu'il rêvait, mais quand il entendit à nouveau son nom parmi les sanglots, il sentit ses jambes trembler. « Marcel », disait la voix, « Marcel, aidez-moi ». Il recula, s'assit sur l'herbe et ferma les yeux. Ce n'était pas possible. Ce ne pouvait pas être la voix d'Éléonore, mais c'était bien elle. Il n'avait aucun doute. Il la connaissait trop bien. C'était son ton, son accent, la façon dont elle prononçait les mots. Il ne comprenait pas comment, il ne comprenait pas pourquoi. Mais Éléonore était là-dessous, enterrée, enfermée, vivante. Son cœur battait fort, et pendant un moment, il manqua de souffle. Comment était-ce possible ? Quelle sorte de monstre aurait pu faire une chose pareille? Il rentra chez lui, ferma la porte à clé et s'assit dans son fauteuil. Il devait réfléchir, il devait faire quelque chose, mais il ne pouvait pas agir sans preuve. Il savait que s'il accusait Béatrice sans fondement, il pourrait avoir des ennuis, ou pire, qu'elle l'apprendrait et déciderait de finir ce qu'elle avait commencé. Il passa ses mains sur son visage, respira profondément, et se promit que le lendemain, il écouterait à nouveau. Il confirmerait ce qu'il avait ressenti. Si c'était vrai, si Éléonore était vraiment là, il la sortirait de cet enfer. Il ne savait pas comment, mais il le ferait. Parce qu'aucun être humain ne mérite d'être enterré vivant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire taire, et parce que la voix de cette femme ne devait pas s'éteindre comme ça, entre des briques et des mensonges. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Marcel pleura, non de peur, non de rage, mais d'impuissance, parce qu'il comprenait qu'il était face à une vérité trop sombre pour être ignorée, et parce qu'il savait au plus profond de son âme qu'il était la seule personne qui pouvait faire quelque chose. Marcel ne dormit pas cette nuit-là. Il se tourna et se retourna dans son lit comme si chaque pensée le poussait vers le bord. Comme si le matelas devenait plus étroit chaque fois qu'il se souvenait de cette voix venant du sol, de ce pleur qui n'était pas imaginaire, qu'il sentait vibrer dans sa poitrine comme une cloche de vérité. À 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, il se leva sans bruit, prépara une tasse de café noir et s'assit devant la fenêtre. Il observa attentivement la maison de Béatrice. Rien ne semblait déplacé. Tout était en ordre. Les rideaux restaient fermés. La voiture était toujours dans l'allée. Pas une feuille ne bougeait. Mais il savait que quelque chose de sombre se cachait derrière ces murs. Quelque chose qu'aucun voisin n'imaginait. Quelque chose qui demandait de l'aide depuis les profondeurs. Après un moment, il se leva avec détermination. Il se rendit à la remise au fond du jardin où il gardait les outils de jardinage et choisit une pelle solide et lourde avec un manche en bois épais. Puis il prit une lampe de poche, une corde et une petite pioche rouillée qu'il n'avait pas utilisée depuis la mort d'Odile. Il ferma la porte à clé, regarda le ciel et murmura d'une voix brisée que s'il se trompait, il était désolé. Mais s'il ne se trompait pas, quelqu'un devait faire quelque chose, parce que personne ne mérite de mourir en silence. Il commença à creuser au fond de son jardin, juste là où il pensait que le sol bordait directement la cave de Béatrice. Au début, la terre était compacte et humide à cause des pluies récentes, mais Marcel avait des mains fortes.
endurci par des années de travail physique. Et bien que son dos lui fasse mal et que la sueur imbibe sa chemise, il ne s'arrêta pas. Il creusa en silence, sans hâte, mais sans pause, comme si chaque pelletée était une prière, une promesse de sauvetage. Les heures passèrent. Le soleil commença à se lever et la chaleur du jour devint insupportable. Mais il continua, mû par quelque chose de plus fort que la raison. La certitude qu'Éléonore était là, vivante, attendant. À mesure que le tunnel s'approfondissait, son cœur battait plus vite. Il avait posé la lampe de poche sur le sol, éclairant le chemin étroit qui se frayait un passage vers l'inconnu. Ses mains étaient pleines de terre, ses ongles cassés, et la respiration lui faisait mal à la poitrine, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Au milieu de l'après-midi, alors qu'il avait déjà creusé près de 2 mètres de long, la pioche heurta quelque chose de dur. Il s'arrêta immédiatement, s'accroupit et commença à nettoyer avec ses mains la zone où le son avait changé. C'était du béton, un mur. Il était arrivé. Il savait que c'était l'endroit. Le cœur battant à tout rompre, il posa une main tremblante sur la surface du mur et sentit une légère vibration, comme un tremblement subtil, venant de l'autre côté. Il resta immobile, sans respirer, l'oreille contre le mur, puis il l'entendit, un coup, puis un autre, et puis un de plus. 3 coups faibles, mais fermes. Quelqu'un frappait de l'intérieur. Marcel retint son souffle. Il n'était pas fou. Il n'avait rien imaginé. Éléonore était vivante. Elle était là. Il respira profondément, prit la pelle avec plus de force et frappa 3 fois. Il attendit, et la seconde suivante, 3 nouveaux coups lui répondirent. Cette fois, un peu plus fort. Il s'agenouilla, les larmes aux yeux, et dit doucement qu'il était là, de ne pas s'inquiéter, qu'il allait la sortir de là, qu'elle n'était pas seule. De l'autre côté, un sanglot étouffé fut la seule réponse. Puis il commença à briser le mur avec la pioche. Il frappa encore et encore avec des mouvements lourds mais précis, comme s'il savait que chaque seconde comptait. Le béton se fissura, et à chaque morceau qui tombait, l'anxiété augmentait. Il était si proche qu'il pouvait sentir le désespoir percer à travers le mur. L'air devint dense, poussiéreux, et la lampe de poche commença à vaciller. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. Il savait qu'il ne le devait pas. Après avoir travaillé pendant des heures avec la pioche et la pelle, il réussit à créer une ouverture assez grande. Des années d'humidité et de tassement avaient créé de petites fissures dans la fondation que les efforts persistants de Marcel élargirent progressivement, bien que la mission de sauvetage soit restée extrêmement difficile. Puis, comme si la vie lui explosait au visage, il vit une paire d'yeux larmoyants, fatigués, mais pleins de quelque chose qui ne s'était pas éteint. L'espoir. Éléonore était là, à genoux, le visage sale, les joues creuses, les lèvres sèches, mais vivantes. Elle tendit les bras vers lui et tomba contre sa poitrine sans dire un mot au début. Juste un sanglot, juste un tremblement qui parcourut tout son corps. Marcel la tint délicatement, l'enveloppa dans ses bras et murmura que c'était fini, que tout était passé, qu'elle ne serait plus jamais seule. Elle, toujours accrochée à lui comme un enfant perdu qui trouve enfin refuge, dit à travers ses larmes qu'elle pensait mourir là, que chaque nuit elle disait adieu au monde, qu'elle ne comprenait pas comment quelqu'un à qui elle avait donné la vie pouvait l'enterrer comme ça, comme si elle ne valait rien. Marcel lui caressa les cheveux, l'aida à sortir du trou et la porta dans ses bras à travers le tunnel jusqu'à son jardin. Le soleil de l'après-midi brûla les yeux d'Éléonore, habituée à l'obscurité, mais il lui rendit aussi quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, la sensation d'être en vie. En posant le pied sur l'herbe, elle s'arrêta un instant, se pencha et toucha la terre avec ses mains. Elle dit qu'elle ne savait pas comment le remercier, qu'elle n'avait pas de mots, qu'il avait été son ange. Marcel répondit qu'elle n'avait pas besoin de remercier quoi que ce soit, qu'il l'avait fait parce que c'était juste, parce que personne ne mérite d'être traité comme une ombre. Ils entrèrent dans sa maison. Il lui prépara de l'eau sucrée, une serviette humide pour se nettoyer et des vêtements de sa défunte épouse. Pendant qu'elle buvait lentement, il lui dit qu'il ne ferait rien de précipité, qu'il se reposerait cette nuit-là et qu'ensuite il déciderait quoi faire, mais qu'elle ne souffrirait plus jamais.
Éléonore le regarda dans les yeux, et à ce moment-là, elle sut que tous les humains n'étaient pas capables de cruauté, que la bonté existait encore dans ce monde, qu'il y avait de l'espoir, et ainsi, au milieu de la douleur, de la trahison et du silence brisé, un nouveau lien naquit, profond, indestructible. Parce que quand une vie est sauvée de ses propres mains, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que parfois, l'obscurité la plus profonde peut laisser place à la lumière la plus pure. Et parce que quand le cœur refuse d'abandonner, même le béton le plus solide peut être vaincu. Cette nuit-là, tandis que le ciel se vêtait d'étoiles indifférentes et que le silence enveloppait la rue d'un calme trompeur, Marcel prépara une infusion chaude pour Éléonore, qui était enveloppée dans une couverture épaisse. Assise dans le fauteuil de la salle à manger, comme si elle ne pouvait pas encore tout à fait croire qu'elle était libre. Son corps, bien que fragile, commençait à retrouver quelques couleurs, et dans ses yeux, la peur tremblait encore. Mais quelque chose de nouveau brillait aussi, quelque chose qui ne s'était pas complètement éteint. Marcel, le cœur encore agité par tout ce qu'il avait vécu, s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux et le regard fixé sur ses mains, et lui dit qu'il devrait aller à la police, que c'était juste de dénoncer Béatrice et Thierry, qu'il ne pouvait pas rester impuni après ce qu'il lui avait fait. Éléonore l'écouta en silence, puis d'une voix douce mais ferme répondit en disant « Non, que ce n'était pas encore le moment, que tout le monde la croyait morte et que c'était peu, être mieux de les laisser continuer à le croire. Elle dit que si elle revenait comme ça, sans preuve, sans force, elle ne parviendrait qu'à être traitée comme une folle et qu'elle n'avait pas l'énergie de se battre avec un système qui ignore si souvent les femmes comme elle. Que d'abord elle avait besoin de respirer, de retrouver son âme, de se retrouver elle-même avant d'affronter le monde qui l'avait oubliée. Marcel hocha la tête avec regret. Il n'était pas d'accord, mais il comprenait. Il voyait dans les yeux d'Éléonore non seulement la souffrance d'avoir été enterrée vivante, mais aussi le poids de toute une vie à tout donner pour une fille qui, à la fin, avait décidé de se débarrasser d'elle comme d'un vieux meuble. Cette blessure ne guérirait pas avec la justice légale, du moins pas encore. Le lendemain, ils se levèrent tôt, avant que le soleil ne se lève complètement, et il l'aida à se changer, à se laver le visage, à rassembler les quelques objets qu'elle conservait encore. Ils décidèrent que le mieux serait qu'elle reste avec lui pendant un certain temps dans sa maison, celle qu'il avait autrefois partagée avec sa femme, et qui maintenant avait de l'espace, du silence, et une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort d'Éodile. Personne ne demanda après elle. Personne ne vint la chercher. Béatrice, croyant que son plan avait fonctionné, n'éveilla aucun soupçon. Tout continua son cours comme si la terre avait avalé Éléonore. Et d'une certaine manière, c'était le cas, mais pas comme il s'y attendait. Marcel se procura de vieux documents de sa femme décédée et aida Éléonore à adopter un nouveau nom. Ils passèrent des semaines à créer soigneusement sa nouvelle identité, utilisant les anciens papiers d'Éodile comme base. Marcel avait des contacts de son travail dans la construction qui aidèrent avec le processus de documentation, s'assurant que tout était légal et intraçable. Maintenant, elle s'appelait Irène. Et bien qu'au début, il lui fut difficile de répondre quand quelqu'un l'appelait ainsi, avec le temps, elle commença à s'y habituer, à faire sien ce nom comme le symbole d'une seconde chance. Personne dans le quartier ne se douta de rien. Marcel, qui était toujours réservé, dit simplement qu'une vieille amie de sa femme lui tenait compagnie pendant un certain temps. Personne ne posa de questions. Personne ne s'enquit. Parfois, l'invisibilité n'est pas une condamnation, mais un salut. Irène commença à sortir peu à peu dans le jardin, à arroser les plantes, à parcourir les couloirs de la maison avec plus d'assurance. Chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre pour regarder le lever du soleil et se disait qu'elle était vivante, qu'elle était toujours là et que c'était suffisant pour le moment. Les jours passèrent lentement mais de manière réparatrice. Marcel la traitait avec une tendresse silencieuse, sans compassion, avec ce respect que seuls les hommes bons savent offrir. Il ne lui posait pas de questions sur ce qu'elle avait vécu si elle ne voulait pas en parler. Il ne lui offrait que sa compagnie, son temps, sa patience. Et elle, qui avait passé tant de temps à croire que sa voix n'avait plus d'importance, commença à retrouver le besoin de parler,
de raconter, de se souvenir sans pleurer. Un jour, alors qu'ils préparaient ensemble un clafoutis dans la cuisine, Éléonore lui dit qu'elle avait appris à voir les choses différemment. Que peut être, d'une manière étrange, être dans cette cave l'avait forcée à regarder en elle-même, à affronter tout ce qu'elle ne voulait pas voir depuis des années. Qu'elle avait vécu en niant de nombreuses vérités, en justifiant les absences, en excusant la froideur de Béatrice, pensant qu'avec de l'amour, tout pouvait être guéri. Mais l'amour, dit-elle en remuant la pâte avec ses mains ridées, s'use aussi si on n'en prend pas soin. Et parfois, la plus grande douleur n'est pas ce que les autres vous infligent, mais ce que vous vous causez à vous-même en attendant ce qui ne viendra pas. Marcel lui prit la main et lui dit qu'il admirait sa force, que peu de gens survivraient à ce qu'elle avait traversé avec cette dignité. Éléonore sourit et répondit qu'elle ne se sentait pas forte, mais qu'elle apprenait à ne pas avoir honte de ses cicatrices, qu'elle ne voulait plus se cacher, mais être à nouveau elle-même, ou du moins une version d'elle-même qui pouvait marcher sans peur. Et c'est à cet instant, dans cette modeste cuisine à l'odeur de fruits et de café, que pour la première fois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Une paix profonde et silencieuse qui ne venait ni de la justice, ni du pardon, ni de l'oubli, mais de se savoir vivante, entière, éveillée. Et avec cette paix naquit aussi un feu doux mais constant. Une soif de renaître, de reconstruire son histoire avec d'autres mots, avec d'autres paysages. Irène, ou Éléonore, commença à écrire dans un vieux carnet. Chaque nuit, elle notait ce qu'elle ressentait, ce dont elle se souvenait, ce dont elle rêvait. Parfois, c'était des phrases en vrac, parfois des lettres qu'elle n'enverrait jamais, parfois juste des dessins de fleurs et d'oiseaux. Marcel lui offrit une petite plante en pot et lui dit que chaque jour où elle l'arroserait, elle devrait penser à combien elle pouvait encore s'épanouir. Elle le regarda avec tendresse et lui dit qu'il avait lui aussi fleuri dans sa vie comme une surprise inattendue, comme une lumière au bout du tunnel. Ils riaient ensemble, cuisinaient, écoutaient de la vieille musique, et peu à peu, le passé commença à faire moins mal. Non pas parce qu'ils l'oubliaient, mais parce qu'ils décidèrent de ne pas le laisser définir leur présent. Parfois, la nuit, Éléonore se levait sans bruit et marchait jusqu'au bord du jardin. Elle regardait vers la maison de Béatrice aux lumières éteintes et pensait à quel point il est facile pour certains d'effacer ceux qui leur ont donné la vie. Mais elle ne ressentait pas de haine. Elle ne ressentait pas de ressentiment, juste une profonde tristesse comme un puits qu'on n'essaie plus de combler. Et elle se disait que ce n'était pas une question de vengeance, qu'elle ne voulait pas revenir pour détruire, mais pour démontrer que personne ne peut enterrer quelqu'un qui est né pour se relever. Ainsi, les mois passèrent, et ce qui avait commencé comme une cachette devint un nouveau foyer. Marcel et Éléonore partageaient les jours comme deux âmes qui, ayant tant perdu, avaient appris à apprécier l'essentiel, la compagnie, le respect, le simple rire. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était une femme en processus de renaissance, une fleur germant dans un sol fertile, une histoire qui n'avait pas fini de s'écrire. Et bien que personne d'autre ne le sache, elle savait que son retour, quand il viendrait, ne serait pas un scandale. Ce serait une leçon. Ce serait la preuve que l'âme, quand elle refuse de mourir, trouve toujours un chemin pour revenir. Les jours chez Marcel commencèrent à prendre un rythme lent, comme si le temps, d'une manière étrange, s'était allié à eux pour guérir les blessures invisibles, celles qui ne saignent pas mais qui brûlent à l'intérieur. Chaque matin, il se levait avant le soleil, préparait du café à la cafetière avec une touche de cannelle, balayait le patio calmement et regardait le jardin avec le regard tranquille de quelqu'un qui n'attend plus rien, mais qui commence à trouver la paix dans les petits rituels. Éléonore, s'habituant encore au nom d'Irène, sortait progressivement de sa propre ombre. Il y avait quelque chose dans la manière de vivre de Marcel qui lui redonnait son souffle, quelque chose dans son silence serein, dans ses mains fermes qui ne tremblaient pas, qu'elle tienne une fleur ou une binette, qui la faisait se sentir en sécurité, sans hâte, sans jugement. Un jour, alors qu'il taillait des buissons au fond du jardin, il l'appela d'une voix douce et lui dit qu'il avait quelque chose à lui montrer. Elle s'approcha curieusement, s'essuyant les mains sur son tablier, et il lui montra comment couper les fleurs sans les abîmer,
comment chaque plante a son rythme, son espace, sa façon de respirer. Il expliqua que certaines s'ouvrent au soleil immédiatement et que d'autres mettent des jours à faire confiance. Éléonore le regardait pendant qu'il parlait, pendant qu'il caressait les feuilles, avec la délicatesse de quelqu'un qui a beaucoup vécu et appris que tout ce qui est fragile mérite le respect. Et sans s'en rendre compte, elle commença à ressentir quelque chose qu'elle pensait avoir oublié, la tendresse. À partir de ce jour, ils partagèrent chaque matin entre la terre et les fleurs. Éléonore découvrit qu'elle aimait parler aux plantes, leur chanter doucement en les arrosant. Et Marcel se contentait d'écouter depuis le banc en bois, sous le citronnier, avec ce sourire paisible qui se dessinait sans effort. Parfois, il parlait de choses simples, de recettes, de souvenirs d'enfance, d'histoires de quartier. D'autres fois, le silence entre eux en disait plus que les mots. Un après-midi, en cherchant de vieux pots dans la remise à outils, Éléonore trouva une boîte en métal fermée à clé. Marcel resta immobile, hésita un moment, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des actes de propriété, des certificats d'action, des documents jaunis qui parlaient de propriété à la campagne, de terres qu'il avait héritées de son père, de comptes en banque auxquels il n'avait jamais touché. Elle le regarda, surprise, et lui demanda pourquoi il vivait si humblement en ayant tout cela. Il répondit en haussant les épaules que l'âge n'était pas sa boussole, qu'il en avait déjà assez vu pour savoir que ce qui est important ne peut pas être gardé dans un coffre-fort. Il dit que la vraie richesse était de pouvoir dormir paisiblement, manger avec plaisir, avoir quelqu'un avec qui partager le café de l'après-midi. Éléonore resta silencieuse pendant un long moment, caressant les bords de la boîte, ressentant un mélange d'admiration et d'affection qu'elle ne pouvait cacher. Des larmes se formèrent dans ses yeux, qui n'étaient pas de tristesse mais de gratitude. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais connu un homme comme ça, qui lui enseignait une façon de vivre qu'elle ne connaissait pas. Et sans en dire plus, elle lui prit la main fermement, de manière décisive, comme quelqu'un qui trouve quelque chose qu'il ne veut pas laisser partir. Marcel, sans un mot, lui serra doucement les doigts et lui baisa le dos de la main avec respect. C'est là, dans ce simple geste, que l'amour commença. Pas un amour de roman, pas un amour de promesses exagérées. C'était un amour tranquille, de longs regards, de marcher ensemble, sans parler, de partager le silence, sans se sentir seul. Ils n'avaient pas besoin de plus. Ils ne voulaient pas plus. Au fil des mois, leur lien devint de plus en plus évident. Les voisins commencèrent à commenter que l'ami de Marcel semblait déjà faire partie de sa maison, qu'ils avaient l'air heureux, que le vieux Marcel, le même qui marchait seul depuis des années, sifflotait maintenant en balayant. Mais personne ne posait trop de questions, et cela leur plaisait. Ils vivaient dans leur propre monde, sans étiquette ni explication. Un jour, alors qu'ils préparaient ensemble un repas spécial pour l'anniversaire d'Éléonore, il lui demanda si elle voudrait l'épouser. Elle, qui coupait un oignon à ce moment-là, laissa tomber le couteau et le regarda avec de grands yeux surpris. Marcel lui dit qu'il n'avait pas besoin de papier, ni de fête, ni d'église, qu'il voulait juste que le monde, même secrètement, sache quelle était sa compagne, son foyer. Éléonore ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha de lui, l'enlaça par la taille et dit oui, qu'elle le voulait, qu'elle se sentait sienne depuis longtemps. Ils se marièrent dans le jardin un dimanche matin avec un juge à la retraite qui était un ami de Marcel, un bouquet de fleurs du jardin et 2 simples anneaux qu'il avait fait faire avec l'or d'une vieille bague. Il n'y avait ni musique, ni photographe, juste le chant des oiseaux et le parfum du jasmin. Éléonore portait une robe blanche qu'elle avait elle-même retouchée, simple mais belle, et Marcel portait une simple chemise en lin propre et un chapeau à large bord. À la fin de la petite cérémonie, ils se regardèrent dans les yeux, et elle lui dit d'une voix tremblante qu'il l'avait sauvée de l'enfer, que lorsqu'elle ne croyait plus en rien, il était apparu avec une pelle et une lampe de poche, et lui avait rendu sa vie. Elle lui dit qu'elle l'aimerait jusqu'au ciel, là où il n'y aurait plus ni douleur ni obscurité. Marcel lui caressa le visage et promit que tant qu'il respirerait, elle n'aurait plus jamais froid ni peur. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis à regarder le ciel depuis le fauteuil à bascule, il lui dit que chaque étoile était la preuve qu'il y a encore de la lumière
dans la nuit la plus sombre. Éléonore, reposant sur son épaule, ferma les yeux et pensa que peut être tout ce qu'elle avait vécu, aussi cruel que cela ait été, l'avait menée à ce moment, à ce coin tranquille où l'amour ne faisait pas de bruit, mais se ressentait dans chaque geste. Car il y a des amours qui n'ont pas besoin de crier, des amours qui guérissent en silence, des amours qui fleurissent parmi les ruines et se construisent sur les vestiges. Et le leur, sans aucun doute, était l'un de ceux-là. Le soleil de l'après-midi tombait lourdement sur les rues de Valmont-sur-Eure, teintant les toits d'un éclat doré qui semblait tiré d'une vieille carte postale. C'était un de ces jours où tout semblait calme, comme si rien de mal ne pouvait arriver. La chaleur du pavé montait jusqu'aux fenêtres et dans les maisons on pouvait entendre les bruits du quotidien. Le bourdonnement du ventilateur, le murmure d'une télévision allumée, le tintement de la vaisselle après le déjeuner. Mais ce calme fut soudainement interrompu par l'arrivée d'un véhicule qui ne passa pas inaperçu. Une limousine noire, longue et brillante, s'arrêta lentement devant une modeste maison à la façade blanche et aux tuiles rouges. Une maison comme n'importe quelle autre dans le quartier, à l'exception du fait que cette maison gardait un secret si sombre qu'elle avait tenté de l'enterrer pour toujours. Les voisins qui balayaient les trottoirs ou arrosaient les plantes s'arrêtèrent pour regarder. Il n'était pas courant de voir une voiture comme celle-là dans ce quartier. Les rideaux bougèrent subtilement. Quelqu'un chuchota que c'était peu, être une visite de politicien ou d'un artiste, mais personne ne pouvait imaginer ce qui était sur le point de se produire. La portière arrière du véhicule s'ouvrit lentement, et de l'intérieur sortit une femme âgée, à pas lents mais sûrs, s'appuyant sur une canne en bois sombre aux détails sculptés à la main. Elle portait une robe bleu ciel qui ondulait avec la légère brise de l'après-midi, et ses cheveux, entièrement blancs, étaient coiffés avec une élégance qui ne cherchait pas à paraître, mais à imposer le respect. C'était Éléonore, mais elle n'était plus la femme maigre, fatiguée et effrayée, qui avait été sauvée de la cave des années auparavant. Maintenant, ses yeux brillaient de sérénité. Son dos était droit comme celui de quelqu'un reconstruit depuis les fondations, et sa démarche, bien que soutenue par la canne, ne tremblait pas. À ses côtés, un homme vêtu d'un costume clair avec un dossier à la main marchait en silence. Il ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Éléonore s'arrêta devant le portail de son ancienne maison, celle qu'elle connaissait pierre par pierre, et la regarda comme on regarde une vieille tombe. Elle respira profondément, ferma les yeux une seconde, puis s'avança vers la porte principale. Sa canne résonnait contre le ciment comme une horloge marquant le passage du temps. Elle atteignit la sonnette et appuya une fois. À l'intérieur de la maison, le son aigu de la sonnette se fit entendre. Dans la cuisine, un jeune homme d'environ 13 ans, mince, les cheveux en bataille et des écouteurs pendant à son cou, se leva curieusement. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit lentement, et en voyant la dame debout devant lui, il fronça les sourcils, confus. Éléonore le regarda avec une douceur qui n'avait pas besoin de mots. Il demanda d'une voix encore en transformation qui elle était, et elle, sans le quitter des yeux, lui dit quelle était sa grand-mère. Le garçon resta silencieux quelques secondes, comme s'il ne savait pas s'il avait, bien entendu, puis cria à l'intérieur qu'il y avait une dame étrange à la porte qui disait être sa grand-mère. Éléonore resta immobile, attendant. Ses mains ne tremblaient pas. Ses lèvres étaient calmement fermées. À l'intérieur de la maison, des pas se firent entendre rapidement, presque comme une course nerveuse. Et puis Béatrice apparut dans l'encadrement de la porte, avec une tasse de café chaud dans les mains et son téléphone portable collé à l'oreille. En voyant la femme en face d'elle, ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. Sa peau pâlit en quelques secondes, et la tasse tomba de ses mains, se brisant sur le sol en 1000 morceaux. Le liquide sombre se répandit sur le carrelage comme une tache qui ne pouvait être cachée. Béatrice essaya de parler, mais sa langue se colla à son palais. Elle regarda Éléonore comme on regarde un fantôme, comme quelqu'un qui ne comprend pas s'il rêve ou s'il vit un cauchemar. Éléonore ne dit rien immédiatement, elle l'observa simplement, la tête légèrement inclinée, avec ce regard de mère qui a tout vu, tout ressenti et qui ne se brise toujours pas. Finalement, elle parla,
et sa voix fut plus forte que n'importe quel cri. Elle lui dit qu'elle pensait ne plus jamais revoir cette porte, qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds sur ce seuil, mais que la vie prend des tournants que personne n'attend, et qu'elle était revenue, non pas pour chercher vengeance, mais pour clore le cycle que d'autres pensaient avoir enterré. Béatrice recula en murmurant que ce n'était pas possible, que c'était impossible, qu'elle avait, et elle resta sans voix. Le garçon les regardait toutes les deux sans comprendre, ne sachant pas quel rôle il jouait dans cette scène. Éléonore le regarda et lui dit tendrement que ce n'était pas sa faute, qu'il n'avait pas à porter les péchés des autres, que parfois les adultes font des choses que les enfants ne peuvent pas comprendre, mais que cela ne définit pas qui ils sont. Derrière Éléonore, l'homme en costume s'avança et dit que la dame avait l'intention d'acheter la propriété, qu'elle avait fait une offre très généreuse, le double de la valeur actuelle, et que les documents étaient prêts s'il voulait procéder. Béatrice ne savait que dire. Elle regarda l'avocat, puis Éléonore, puis le sol mouillé de café renversé, et finalement se retourna sans un mot. Éléonore ne l'arrêta pas, ne l'appela pas, mais n'avait pas besoin. Elle avait déjà tout dit par sa simple présence. Le jeune homme resta à la porte, muet, comme si la scène lui échappait, et Éléonore lui sourit, lui fit un clin d'œil, et lui dit que quand il le voudrait, elle lui raconterait une histoire, une qui commençait par des fleurs et se terminait par la liberté. Puis, sans plus, elle se retourna, élégamment, monta dans la limousine, et pendant que le moteur démarrait, elle regarda par la fenêtre une dernière fois cette maison qui fut autrefois sa prison et qui serait bientôt à nouveau la sienne, mais non plus comme un foyer, mais comme un symbole qu'il y a des batailles qui se gagnent simplement en restant debout. Les rues reprirent leur cours. Les gens retournèrent à leur routine, mais ceux qui virent cette scène ce jour-là surent qu'ils avaient été témoins de quelque chose de plus qu'une simple visite. Ils avaient vu le retour d'une femme qui, contre toute attente, était revenue des ténèbres, non avec la haine, mais avec la dignité. Une femme qui ne criait pas, qui ne frappait pas, qui ne cherchait pas à détruire, mais à montrer que le vrai pouvoir réside dans la résistance sans perdre son âme. Et cette femme vêtue de bleu, canne à la main, tête haute, était la preuve vivante que l'amour de soi est la forme de justice la plus silencieuse, mais aussi la plus puissante. L'air à l'intérieur de la maison était devenu épais, presque irrespirable. Béatrice resta paralysée au milieu du couloir, les restes de café éparpillés à ses pieds, ne sachant s'il fallait avancer ou se cacher derrière le mur le plus proche. Thierry, qui était dans le salon en train de revoir des papiers de travail, se leva en entendant le fracas de la tasse cassée et se dirigea vers l'entrée avec un geste agacé, demandant ce qui s'était encore passé. En arrivant à la porte, il vit Éléonore debout avec sa canne ferme, vêtue de cette robe bleue qui semblait briller plus que la peinture du mur, et pendant un instant, son visage se déforma. Il la reconnut instantanément, bien que les années lui aient donné un air de grandeur qu'elle n'avait jamais montré auparavant, comme si cette femme, qui avait été soumise et silencieuse, était maintenant faite d'acier. Il demanda à voix basse comment c'était possible, si elle n'était pas morte, si elle n'était pas partie pour toujours. Éléonore ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de regarder l'homme qui l'avait autrefois aidée à la sceller vivante derrière un mur, puis tourna son visage vers l'avocat qui l'accompagnait, lui donnant un signal subtil. L'avocat, un homme jeune mais confiant, s'avança avec son dossier à la main et, d'une voix claire et mesurée, annonça que Madame Éléonore Hartwell, présente en ce moment, avait l'intention formelle d'acquérir la propriété où il se trouvait et qu'elle offrait non seulement la valeur du marché, mais le double du prix estimé, avec des fonds disponibles et prêts pour une clôture immédiate. Il dit qu'il apportait les documents en règle, les signatures notariales nécessaires, et que si les propriétaires actuels étaient d'accord, il pourrait procéder immédiatement à la transaction. Thierry laissa échapper un rire incrédule, à moitié étouffé, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il fait face à une blague ou à un piège. Il demanda de quel genre de jeu il s'agissait, si quelqu'un les filmait, si c'était une sorte de vengeance déguisée en affaire. Mais Béatrice ne dit rien, elle continua de trembler, les yeux fixés sur sa mère.
comme si la simple présence d'Éléonore déterrait chaque nuit blanche, chaque mensonge qu'elle avait soutenu, chaque fois qu'elle s'était répété que sa mère ne reviendrait jamais. L'adolescent, toujours à l'entrée, observait tout le monde en silence. Il n'y avait ni rejet ni peur sur son visage, juste une profonde curiosité, celle que seuls les jeunes ont quand ils ne comprennent pas encore tout à fait la douleur, mais sentent qu'ils sont témoins de quelque chose d'important. Il regarda la dame en robe bleue avec attention et, sans savoir pourquoi, sentit qu'il voulait la connaître. Éléonore soutint son regard avec une tendresse intacte, comme si à cet instant toute la douleur du passé se réduisait devant la possibilité d'un nouveau lien. Elle lui demanda comment il s'appelait, et il répondit que c'était Léo, avec une timidité qui colora ses joues. Elle lui dit qu'il avait les mêmes yeux qu'elle quand elle était enfant, et qu'il n'était coupable de rien, que ce qui se passe entre les adultes est parfois comme une tempête qu'on ne peut pas arrêter, mais que même on peut choisir de ne pas la répéter. Thierry, essayant de se ressaisir, demanda pourquoi Éléonore voudrait acheter précisément cette maison, après tout ce qui s'y était passé. Elle répondit avec un calme dérangeant qui le rendit encore plus nerveux, disant que c'était parce que c'était sa maison, que c'est là qu'elle avait élevé sa fille, cuisiné des centaines de fois, nettoyé chaque recoin avec amour, et que si quelqu'un méritait de la récupérer, c'était bien elle. Elle dit qu'elle ne voulait pas y vivre, que sa vie était maintenant différente, mais qu'elle avait besoin de fouler à nouveau ses sols en toute liberté, comme un symbole que personne ne peut enlever l'histoire d'une femme. Béatrice déglutit avec difficulté et murmura finalement qu'elle ne savait pas quoi dire. Éléonore s'approcha, la regarda avec la douceur dure d'une mère blessée et lui dit qu'elle n'avait rien à dire, que le silence parlait aussi, et qu'elle avait appris à l'écouter. L'avocat ouvrit le dossier, plaça les documents d'achat sur une table improvisée et les fit glisser vers Éléonore. Elle prit le stylo avec des mains fermes, sans hâte, et écrivit son nom en lettres claires et sûres sous la ligne qui disait « acheteur ». Le son du stylo sur le papier était comme un acte de justice en soi. Puis l'avocat tourna le document vers les propriétaires actuels. Thierry, toujours confus, prit le stylo avec des doutes, regarda Béatrice, chercha un signe d'opposition, mais elle ne fit que hocher la tête, les yeux baissés. Il signa. Puis elle fit de même, sans regarder sa mère, comme quelqu'un qui se rend non par défaite, mais par reconnaissance. Quand Éléonore tint la copie du contrat avec son nom imprimé, son nom de famille complet, sa signature au bas de la page, elle sentit un courant de force parcourir son corps. Elle pressa le papier contre sa poitrine une seconde, puis le rangea dans son sac à main avec la délicatesse de quelqu'un qui garde une relique. Elle regarda autour de la maison comme quelqu'un qui dit au revoir, non avec tristesse, mais avec satisfaction. Elle dit qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de l'endroit, qu'elle le laisserait peu, être vide ou l'ouvrirait peu, être pour quelque chose qui servirait aux autres, mais que cette décision, elle la prendrait plus tard, quand son cœur serait prêt. L'avocat l'accompagna jusqu'à la porte, suivi par le silence inconfortable de Béatrice et Thierry, et le regard attentif de Léo. Éléonore s'arrêta avant de partir et se tourna une dernière fois vers sa fille. Elle lui dit qu'elle ne gardait aucune rancune, que cela ne signifiait pas qu'elle oubliait, mais qu'elle avait décidé de laisser aller la haine pour ne pas porter ce qui ne lui correspondait pas, que son pardon n'était pas pour elle mais pour elle-même. Béatrice ne répondit pas. Elle resta debout, les lèvres serrées et les yeux pleins de quelque chose que même elle ne pouvait identifier. Éléonore sortit, respira profondément et se dirigea vers la limousine avec la même démarche digne avec laquelle elle était arrivée. Quand le véhicule démarra, Léo resta regarder comment sa grand-mère s'éloignait. Cette femme qui semblait sortie d'un livre, cette figure qui défiait la mort avec élégance. Dans son esprit, quelque chose s'éveilla, une graine de question. Une nouvelle histoire commença à germer. Et à l'intérieur de la voiture, Éléonore ferma les yeux un instant et se murmura que c'était la vraie victoire. Être revenue, avoir résisté, avoir écrit à nouveau son nom avec la vie, la maison, maintenant entre les mains d'Éléonore,
était devenu quelque chose de complètement différent de ce qu'elle avait été. Ce n'était plus cet endroit où une femme avait été réduite au silence derrière un mur de briques, ni la scène où les liens du sang avaient été brisés par l'ambition. Avec le temps, elle se transforma en un espace qui parlait, qui racontait ce que beaucoup préféraient oublier. Éléonore ne voulut pas la modifier complètement. Elle ne démolit pas le passé, mais l'intégra, l'affronta, le laissa exploser. L'une des premières décisions qu'elle prit après avoir signé l'acte fut de retourner à la cave, ce coin sombre où elle avait été enfermée par sa propre fille et condamnée à disparaître sans laisser de traces. Accompagnée de maçons de confiance, elle leur demanda de retirer une partie du mur que Thierry avait construit avec tant de précision des années auparavant. Pas tout, juste une section, comme si le reste devait encore demeurer comme un témoin muet de la trahison. Lorsque les ouvriers brisèrent les briques et explosèrent la fissure par laquelle Marcel l'avait sauvée, Éléonore resta à observer pendant de longues minutes en silence. Sa respiration était profonde, ses yeux ne pleuraient pas, mais son visage était chargé d'une émotion qui ne pouvait être dissimulée. Elle toucha le mur d'une main tremblante, sentant la rugosité du vieux ciment, le froid qui émanait encore de ce coin. Elle dit que cet endroit ne serait plus sa tombe, mais son rappel que personne n'a le droit de faire taire la vie d'un autre. Elle fit fabriquer une simple plaque de bronze, vieillie, avec des lettres fermes, qui disaient sans détour ce qui s'était passé là. Le texte n'était pas long, mais il disait tout. « Ici, on a tenté de m'enterrer, mais je suis revenue pour vivre. » Elle la plaça juste sur le mur, à hauteur des yeux, là où quiconque descendrait à la cave pourrait la voir sans baisser la tête. Elle ne le fit pas comme un acte de vengeance, mais de vérité, car les histoires qui ne sont pas racontées ont tendance à se répéter, et elle savait que son expérience, aussi douloureuse soit-elle, pourrait servir à d'autres. La maison fut nettoyée, réparée et soigneusement aménagée. Elle ne fut pas remplie d'ornements, ni transformée en musée. Elle resta une maison avec ses chambres, sa cuisine, son patio plein de plantes, mais aussi avec une nouvelle énergie, comme si chaque objet avait maintenant une seconde signification. Éléonore décida d'ouvrir ses portes une fois par semaine, non comme une attraction ou une dénonciation, mais comme un acte de mémoire. Chaque samedi matin, elle recevait qui voulait bien entendre son histoire, des femmes âgées, des étudiants, des voisins curieux, même des touristes qui avaient entendu la rumeur que dans cette maison vivait une femme qui était revenue de la mort. C'était elle-même qui racontait les faits. Elle ne dramatisait pas, n'exagérait pas, parlait d'une voix ferme, avec des pauses qui invitaient à la réflexion. Elle disait que sa fille n'était pas un monstre, mais quelqu'un qui avait choisi l'égoïsme. Elle disait que la plus grande douleur n'était pas le confinement, mais la trahison. Qu'elle avait appris qu'on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais qu'on décide quel genre de personne on veut être face à l'adversité. Parfois, à la fin de la visite, elle s'asseyait dans le patio et répondait aux questions. D'autres fois, elle offrait simplement du café et du silence. Tout le monde n'était pas préparé à écouter, mais ceux qui le faisaient repartaient différents. La maison, sans le chercher, devint un point de rencontre. Des personnes qui avaient été blessées trouvaient du réconfort en sachant que quelqu'un avait survécu. D'autres apprenaient simplement à ne pas juger, à regarder au-delà des apparences. Éléonore ne fit jamais payer l'entrée, ne demanda jamais rien en retour. Elle disait que partager ce qu'elle avait vécu était sa façon de donner un sens à tant de douleur. Léo, son petit-fils, commença à venir chaque samedi, d'abord avec timidité, ne sachant pas s'il était le bienvenu. Mais Éléonore, dès le premier instant, lui dit que les portes lui étaient toujours ouvertes, que peu importait ce que ses parents avaient fait, qu'il avait droit à sa propre histoire. Le garçon, encore à l'âge de découvrir le monde, commença à poser des questions, à écouter attentivement. Il ne comprenait pas toujours tout, mais sa présence était constante. Il aidait à balayer le patio, à préparer les chaises pour les visiteurs, lisait même quelques fragments du carnet où Éléonore avait écrit ses souvenirs durant les premiers mois après son sauvetage. Avec le temps, il commença à l'appeler mamie sans peur, avec une affection réelle, et elle, bien qu'elle ne le dise pas à voix haute, sentait que cette petite relation était le cadeau qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. À travers Léo, Éléonore comprit que le cycle n'avait pas à se répéter,
que l'amour refusé par une fille pouvait renaître dans le regard pur d'un petit-fils qui voulait juste comprendre. Un après-midi, alors qu'ils arrangeaient le jardin ensemble, Léo lui demanda pourquoi elle n'avait pas fait démolir tout le mur de la cave, pourquoi laisser quelque chose de scellé en vue. Et Léonore répondit en disant que les blessures ne guérissent pas en les cachant, mais en les regardant en face, que le mur n'était pas seulement du ciment, mais un témoignage. Elle dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit enterré à l'intérieur sans que le monde le sache, que le silence est le meilleur complice de la maltraitance. Le garçon hocha la tête, pensif, et lui dit que quand il serait grand, il voudrait être quelqu'un qui aide les autres, quelqu'un qui ne reste pas silencieux. Éléonore lui caressa tendrement la tête et lui dit qu'il y parvenait déjà, juste en étant là, juste en choisissant d'être. La maison poursuivit son cours comme si le temps, d'une manière ou d'une autre, guérissait aussi les murs. Mais la cave, ce petit espace souterrain, conservait son ombre, sa vérité. Chaque samedi, la lumière du matin descendait les escaliers et touchait la plaque de bronze, la faisant briller quelques secondes comme un phare. Et chaque fois que quelqu'un de nouveau la lisait, il sentait quelque chose bouger en lui. Car il y a des histoires qui n'ont pas besoin de crier pour secouer, il y a des vérités qui, bien qu'enterrées, trouvent toujours un moyen de refaire surface. Et Éléonore, avec sa canne, son regard serein et sa voix sans trembler, était la preuve vivante que même les racines les plus profondes peuvent briser le béton si elles refusent de mourir. Le temps avait poursuivi son cours avec un calme étrange, comme si la vie s'était lassée des grands fracas et se déplaçait maintenant au rythme lent et serein des pas d'Éléonore à travers la maison. Chaque samedi, les portes restaient ouvertes. Les visites arrivaient. Des murmures parcouraient les murs. Les regards s'arrêtaient devant le mur de la cave et y restaient quelques minutes de plus que nécessaire, comme pour chercher à comprendre quelque chose qui ne pouvait s'expliquer uniquement par des mots. Léo continuait d'aider, maintenant avec plus d'initiative, plus de questions, plus d'engagement. La relation entre la grand-mère et le petit-fils s'était tissée de fils invisibles mais solides. Et bien qu'il ne parle jamais directement de Béatrice, son nom flottait parfois dans l'air comme un écho lointain que personne ne nommait par respect, par prudence, ou simplement parce que la douleur ne savait toujours pas comment sortir sans briser quelque chose. Éléonore vivait en paix, une paix gagnée par la lutte, avec des cicatrices, avec des années volées, et d'autres reconstruites de ses propres mains. Mais bien qu'elle ne le dise pas à voix haute, il y avait une partie de son cœur qui gardait encore une fissure, une qui ne guérissait ni avec la justice ni avec les fleurs. Car peu importe combien on essaie, il y a des amours qui, lorsqu'ils se brisent, laissent des éclats impossibles à retirer. Et cet amour était celui d'une mère. Béatrice ne toucha plus jamais cette porte, après le jour où les papiers furent signés. Elle ne la chercha jamais, ne demanda jamais pardon. Elle vivait dans la même ville, à quelques rues de là, mais il semblait qu'un océan entier les séparait. Les voisins parlaient peu, certains par discrétion, d'autres par peur, d'autres parce qu'ils ne savaient tout simplement pas comment aborder une histoire si lourde. Éléonore n'attendait rien. Elle disait qu'elle avait laissé partir le ressentiment, que le pardon ne dépendait pas de l'autre personne, mais de soi-même, que porter la haine était comme boire du poison en attendant que l'autre tombe malade. Mais au fond de son âme, cela faisait encore mal. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'absence. Ce trou qui reste quand quelqu'un que vous aimez décide de vous faire disparaître sans regarder en arrière. Un dimanche matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les pots du jardin, et que le chant des oiseaux n'était pas encore interrompu par le bruit de la rue, Éléonore trouva une enveloppe par terre, juste devant la porte. Pas de sonnette, pas de coup, pas d'avis, juste cette enveloppe blanche sans expéditeur avec son nom écrit à la main, d'une écriture qui n'avait pas besoin de présentation. Elle savait parfaitement qui l'avait laissée. Elle se pencha avec précaution, la ramassa et la tint dans ses mains, comme si elle pesait plus que le monde entier. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement, l'emporta avec elle à la cuisine, prépara son café comme chaque matin, et seulement lorsque la tasse fut servie, elle s'assit à la table et déchira doucement le bord, presque avec peur. À l'intérieur se trouvait une seule vieille photographie au bord jauni par le temps. Elle et Béatrice, des années auparavant, assises dans le jardin de la maison, dans ce même jardin qui refleurissait maintenant,
Sur l'image, Éléonore tenait un bouquet de fleurs et sa fille l'enlaçait par derrière, la joue posée sur son épaule. C'était une de ces photos que l'on prend sans penser qu'un jour, elle serait la seule preuve qu'il y eut de la tendresse. Au dos de l'image, avec la même écriture que celle de l'enveloppe, se trouvait une seule phrase écrite à l'encre bleue. « Merci de ne pas m'avoir fermé la porte ». Éléonore fixa cette ligne comme si c'était une énigme. Elle la relut plusieurs fois, comme pour vouloir comprendre tout ce qui n'était pas dit. Il n'y avait pas de « je suis désolée », pas de « j'ai eu tort », pas de « pardonne-moi », juste ce merci silencieux et timide qui arrivait tard, mais qui frappait encore doucement, juste là où la blessure continuait de respirer. Elle ne pleura pas, ne sourit pas immédiatement, posa simplement la photographie sur la table à côté de la tasse et resta à l'observer comme quelqu'un qui converse avec un fantôme. Elle lui dit doucement qu'elle ne savait pas ce qui avait poussé Béatrice à faire ce pas, qu'elle ne comprenait pas si c'était le repentir, la nostalgie ou la culpabilité, mais que d'une manière ou d'une autre, ce petit geste lui rappelait que même les âmes les plus brisées cherchent parfois à revenir. Ce jour-là, elle n'ouvrit pas la maison au public. Elle mit un petit panneau sur la porte qui disait « Fermé pour aujourd'hui, merci de votre compréhension ». Léo arriva plus tard, comme toujours, et en voyant le panneau demanda si tout allait bien. Éléonore répondit que oui, qu'elle avait besoin de se reposer un peu, que parfois le cœur demande aussi une pause. Il hocha la tête sans poser plus de questions, et ensemble ils s'assirent dans le jardin pour boire de la limonade sans trop parler, juste en partageant le silence. Le soleil caressait leur visage et les plantes semblaient bouger à leur propre rythme, comme si elles aussi respiraient plus lentement ce jour-là. Éléonore regarda son petit-fils et pensa à tout ce qu'il lui avait rendu. Ce que signifiait pouvoir voir dans ses yeux un espoir qui n'était plus chez sa fille, mais qui vivait encore dans son sang. Alors que la lumière du jour s'estompe progressivement, Éléonore sourit, non pas parce qu'elle a trouvé les réponses à toutes les questions, mais parce qu'à ce moment-là, elle comprend que la vie ne se déroule pas toujours comme on l'attend. Pourtant, elle trouve toujours un moyen d'apporter la paix. Parfois, le pardon n'a pas besoin d'être prononcé. Il ne requiert ni promesses vides, ni grands gestes. Il vient du silence, des photos floues du temps, de courtes histoires assez profondes pour nous faire réfléchir. Peu, être, juste peu, être. La vie peut-elle revenir de manière que nous n'attendions jamais, comme une fissure au cœur d'une tasse en porcelaine révélant la lumière. Quand Éléonore ferma la porte, ce n'était pas par épuisement, mais parce qu'elle avait ressenti la force dans tout ce qu'elle avait surmonté. Une femme autrefois déchirée entre le passé et le présent, elle comprend maintenant que la liberté ne consiste pas à échapper à la douleur, mais à vivre avec elle, à apprendre à faire la paix avec elle et à en faire une partie d'elle-même. Peut être qu'aujourd'hui est le moment où elle a trouvé un petit morceau de bonheur, même si ce n'est qu'un rayon de lumière dans l'obscurité. Une vie qui semblait avoir tout perdu, mais qui peut renaître une fois de plus. Alors, si vous êtes ici, ressentez-vous quelque chose comme Éléonore? Est-ce le retour inattendu après la tempête, un regard plein d'espoir après que tout se soit calmé? Ou est-ce le pardon silencieux, doux comme le souffle de quelqu'un qui a compris que tout peut devenir une partie de soi? Chacun de nous a certainement sa propre histoire, ses propres fissures dans l'âme que nous seuls connaissons. Mais si vous souhaitez partager votre histoire, j'aimerais beaucoup entendre vos pensées et vos sentiments. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire sous la vidéo pour continuer à explorer des histoires qui touchent le cœur de chaque personne. Des gens comme vous, au cœur sensible, profond et généreux, rendent toujours l'histoire plus significative. Merci d'avoir été là, et Jay, hâte de cheminer avec vous dans le prochain chapitre.